chance d'avoir Henri Overlock, président donc, de l'Université populaire européenne de Grenoble, qui va nous parler de ce pays qui est le Danemark, que j'apprécie particulièrement pour son organisation institutionnelle et l'efficacité qu'il a. Vous allez pouvoir le découvrir grâce à Henri. Je te passe la parole. Merci. Merci d'être là, surtout. Et nous poursuivons une très belle coopération entre l'Université populaire européenne de Grenoble et le Musée en musique depuis 2009. Nous partageons ce moment pour faire connaître les États qui sont à la tête de la présidence du Conseil de l'Union tous les 6 mois. Et je crois que c'est important d'avoir cette dimension, de les regarder. Pour le Danemark, c'est la deuxième conférence sur le Danemark qui a présidé, la première c'était en 2012, et on refait en quelque sorte. Alors, à défaut du représentant du Danemark, nous avons essayé d'avoir un représentant du Danemark, et au dernier moment, le consul du Danemark à Lyon a dit qu'il était tout compte fait pas disponible. Donc j'ai accepté cette charge de présentation de cette présidence. Alors, c'est vrai que, ça va un peu vite, c'est vrai que depuis le 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2025, le Danemark assume cette responsabilité de la présidence, avant la présidence chypriote et après la présidence polonaise. C'est ce qu'on appelle le trio de présidence. C'est les 3 pays qui travaillent ensemble pour cela. Je crois que c'est important de le rappeler. Alors, le Danemark, c'est un territoire complexe, et cette carte me paraît intéressante à observer, complexe face à la Suède. Copenhague est tout proche de la Suède, à la pointe de la mer Baltique, et dans la période actuelle, la mer Baltique est un endroit qu'il faut surveiller fortement, compte tenu de la présence russe de bateaux bizarres, en quelque sorte, de bateaux fantômes à cette occasion. La superficie du Danemark, c'est 42 000 km², c'est très modeste, c'est beaucoup plus, et si on regarde cela, c'est 42 952 km², avec le Groenland et les îles Féroé, c'est 2,2 millions. Tu veux que je parle un peu plus dedans. Mieux comme ça. Alors, avec effectivement le Groenland et les îles Féroé, c'est 2,2 millions de kilomètres carrés, c'est beaucoup plus grand, c'est-à-dire qu'il s'agit de territoires, je vais évoquer ça ensuite, de territoires autonomes, et je crois que c'est important. La population du Danemark, c'est près de 6 millions de personnes, ce qui est modeste, avec une densité de 265 habitants au kilomètre carré. Je crois que c'est important d'avoir tout ça devant les yeux. La capitale, c'est bien sûr Copenhague. Le produit intérieur brut par habitant, 50 800 €. La monnaie, et on a l'occasion de revenir, c'est la couronne danoise, la langue danoise. Et alors, ce qui est important, c'est de voir que le Danemark est membre du Conseil de l'Europe depuis 1949. C'est un des États fondateurs du Conseil de l'Europe. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est aussi un État fondateur de l'OTAN, puisqu'il est membre de l'OTAN depuis 1949 aussi, membre de la communauté européenne d'abord en 1973, et ensuite, bien sûr, cette communauté s'est transformée en Union européenne, et le Danemark en est membre. Je crois que c'est important d'avoir tout ça sous les yeux, bien évidemment. Si l'on observe la place du Danemark dans les PIB des pays de l'Union européenne, il représente 2,2% du PIB de l'Union européenne. L'Allemagne, c'est 24%, la France, vous avez tout ça sous les yeux, 16,3%. Je crois que c'est important d'avoir ça aussi et de voir ces dimensions. Alors c'est vrai que quelques images de Copenhague, images que j'ai fait moi-même puisque nous étions avec mon épouse au Danemark au mois d'avril. Et voilà, c'est les canaux de Copenhague qui sont tout à fait spectaculaires, tout à fait sympathiques à visiter. C'est aussi la petite sirène qui est très connue, c'est disons, la
chose la plus connue peut-être au Danemark, c'est un symbole de la ville du Danemark, c'est une statue qui a été érigée en 1913 sur le port de Copenhague, et c'est tout à fait sympathique. Et puis vous avez aussi le palais royal de Copenhague, avec la relève de la garde que vous avez sous les yeux. Alors, le Danemark, c'est d'abord une monarchie constitutionnelle avec le roi Frédéric X, qui est d'ailleurs très francophone et francophile. Il parle beaucoup de langues, y compris le français, et à ses côtés, la reine Marie. Le Danemark dispose d'un système parlementaire représentatif avec une première ministre. Voilà la première ministre, Frederiksen, première ministre du Danemark. C'est important d'avoir cette dimension. C'est une social-démocrate. Elle est bien évidemment chef du gouvernement. Et le monarque, c'est le chef de l'État, mais avec des fonctions purement représentatives et protocolaires. Il n'a pas de fonction politique majeure. Alors, le Danemark est donc un des petits pays de l'Union européenne, aussi bien par sa superficie, si on prend seulement le Danemark, bien sûr, et pas le Groenland, par sa superficie que par sa population. C'est une nation qui a depuis longtemps, et beaucoup d'auteurs l'ont relevé, une conception modeste de la construction européenne. Une conception modeste de la construction européenne, une conception très proche de celle du Royaume-Uni. Historiquement, ils n'ont pas un enthousiasme débordant pour l'Union européenne, et surtout pas pour que l'Union européenne devienne une puissance forte. C'était ça la tradition, toujours assez proche du Royaume-Uni sur ce point. Et le Danemark a souvent voulu bénéficier de clauses de retrait dans le droit de l'Union européenne. Opting out, c'est une formule traditionnelle qui est employée. Clause de retrait, c'est-à-dire au fond d'avoir des exceptions dans l'application du droit de l'Union européenne. Et par exemple, lorsque s'est créée la zone euro, le Danemark a souhaité ne pas faire partie de la zone euro et de garder sa monnaie, c'est-à-dire la couronne. Un référendum a eu lieu en 2000 et les Danois ont refusé d'entrer dans la zone euro et voulaient continuer à avoir l'euro. C'est un modèle social, et très attaché à son modèle social et politique. Donc beaucoup d'auteurs ont dit que c'est une posture réservée et pragmatique, traditionnelle, à l'égard de la construction européenne. Mais ils n'attendaient sûrement pas les bouleversements géopolitiques qui viennent de se développer. En effet, ces bouleversements géopolitiques, la guerre bien évidemment, l'attrait du président Trump pour le Groenland évidemment aussi, eh bien ces moments-là ont entraîné, un auteur l'a dit avec juste raison, une forme de métamorphose européenne du Danemark. Métamorphose européenne du Danemark, je crois que c'est important à rappeler, et donc c'est important d'évoquer ces deux sujets qui l'ont fait profondément changer, évoluer. Premier sujet, vous vous en doutez, c'est la guerre en Ukraine. Je vous donne la situation de la guerre en Ukraine en novembre 2025, c'est-à-dire ce mois-ci. L'armée russe n'arrive pas à conquérir beaucoup de territoires, c'est toujours très modeste, et après 4 ans de guerre, elle n'a pas conclu encore plus de territoires, sauf si elle s'est appropriée, bien évidemment, une partie de ce territoire, bien sûr. Alors, c'est vrai que ça a entraîné le Danemark à adhérer à la politique européenne de défense. Adhérer à la politique européenne de défense dès le mois de juin de 2022. La guerre a commencé en février 2022. Le Danemark a souhaité adhérer à la politique européenne de défense. Et l'on peut dire que cette agression russe, la guerre hybride, bien évidemment, et surtout la guerre hybride en mer Baltique, et pour le Danemark, la mer Baltique, c'est tout à fait essentiel, préoccupe très largement le Danemark d'aujourd'hui, bien sûr. Cela explique son changement de stratégie, qui n'est pas à négliger, bien sûr, et le Danemark a décidé, par exemple, de participer aux opérations militaires conjointes de l'Union européenne. C'est là encore une nouveauté. Participer les politiques de sécurité et de défense commune
Et puis, il y a aussi, au Danemark, la crainte du désengagement américain à l'égard de l'OTAN. Le Danemark a toujours été très atlantiste, membre fondateur de l'OTAN, je l'évoquais avant, très inquiet de ce virage. Ça explique le changement de stratégie danoise. Alors, ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par l'augmentation des dépenses consacrées à la défense. Cette année, le Danemark a décidé de consacrer 3,2% de son produit intérieur brut aux questions de défense. La Première ministre a dit « c'est le plus haut niveau depuis un demi-siècle ». Donc un changement majeur, en quelque sorte, pour ce petit pays, qui vient de rendre le service militaire obligatoire pour les hommes et les femmes, le service militaire qui sera prolongé, parce qu'aujourd'hui il a été plus modeste, de 4 mois à 11 mois, service obligatoire, et qui sera donc allongé à l'horizon de 2026. Donc c'est très peu de temps. Cela permettra de former à peu près 6500 nouveaux conscrits à l'horizon de 2033. Je rappelle que l'armée danoise, c'est 9000 soldats aujourd'hui. La France, c'est 200 000 soldats, pour voir les comparaisons, si l'on peut dire. Ça, c'est un changement vraiment majeur que cette guerre ennuie. Deuxième changement majeur qui explique les évolutions géopolitiques, c'est bien évidemment la convoitise du président Trump pour le Groenland. Le président Trump considère que c'est une nécessité absolue des États-Unis de prendre le contrôle de ce territoire. Nécessité absolue de prendre le contrôle de ce territoire. Alors il est important de situer ce territoire dans la région arctique. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Ce territoire est immense. C'est une des plus grandes îles du monde. Une des plus grandes îles du monde, de la planète, dans la région arctique. Vous voyez la grosseur du Groenland dans cette région arctique. Le territoire est immense. Un territoire de 2,1 millions de kilomètres carrés, avec, il est vrai, une population modeste de 56 000 habitants. 56 000 habitants pour 2,1 millions de kilomètres carrés. Le président Trump avait déclaré devant le Congrès des États-Unis d'Amérique en mars 2025 « Nous obtiendrons le Groenland d'une manière ou d'une autre ». Il avait même déjà dit en 2019, on oublie souvent ce qu'il a fait pendant son premier mandat, le président Trump, il avait dit en 2019 « Il faut acheter ce territoire aux Danois ». Acheter ce territoire. Il a eu, à l'époque 2019, il a eu des fins de non-recevoir du Danemark, mais il a continué. Ce qui est intéressant à observer, souvent on l'oublie quelque peu, c'est pas le premier président des États-Unis qui dit cela. C'est pas le premier président des États-Unis qui souhaite s'approprier le Groenland. Il y en a déjà eu 3 présidents qui ont imaginé cela. En 1867, c'est Andrew Johnson qui avait évoqué cela, 1867. En 1910, c'est William Taft qui a aussi évoqué cela. Et en 1947, Harry Truman avait aussi évoqué cela. Nous sommes en 1947. Et le président américain considère qu'il faut annexer l'île sans exclure, si c'était nécessaire, la force militaire. Il a aussi évoqué cela. Alors, je crois qu'il faut préciser un petit peu les choses concernant le Groenland, parce que ce n'est pas forcément tout à fait connu. Alors, le Groenland est une communauté autonome constitutive du Royaume de Danemark. Je dis bien communauté autonome constitutive du Royaume de Danemark depuis 1979. Cette communauté a quasiment toutes les compétences, sauf la défense et la sécurité du Groenland, qui reste de la responsabilité des autorités danoises. Alors, le Groenland fait partie de ce qu'on appelle les pays et territoires d'outre-mer. Pays et territoires d'outre-mer, ça ressemble beaucoup pour la France à ce qu'on considère comme pays et territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie par exemple, ou la Polynésie française.
En effet, le Groenland n'est pas un pays de l'Union européenne en tant que tel, pas un pays de l'Union européenne en tant que tel, une communauté autonome rattachée au Royaume du Danemark. Avec cela entraîne néanmoins des éléments. Le Groenland bénéficie de financements européens via le Danemark, de financements européens, et les Groenlandais ont la citoyenneté européenne. Les 56 000 Groenlandais ont la citoyenneté européenne. Ce territoire est très convoité, bien sûr par un président qui s'intéresse aux problèmes d'argent, très convoité par son gaz naturel, présent dans son sous-sol, par les terres rares, indispensables bien sûr à la fabrication de téléphones et de voitures électriques. C'est la même chose d'ailleurs, préoccupation du président Trump, c'est la même chose pour l'Ukraine avec les terres rares qu'il veut récupérer pour les États-Unis, c'est à peu près la même logique. En même temps, c'est important de voir cela aussi, en même temps, ce territoire fait partie de l'OTAN. Il fait partie de l'OTAN puisque c'est une communauté autonome du Royaume du Danemark. Ce territoire fait partie de l'OTAN et on le voit mal, les États de l'OTAN se faire la guerre les uns vis-à-vis des autres. Et une opération militaire américaine sur le sol groenlandais, dans lequel il y a déjà une base américaine au Groenland, se faire la guerre paraît tout à fait inimaginable d'une certaine manière, mais cette attitude américaine, incontestablement, cette attitude américaine pousse, on pourrait dire, voilà, le Groenland, j'ai oublié de voir cette image, sur laquelle il y a effectivement beaucoup de glace, bien sûr. Et c'est vrai que le Danemark est donc traditionnellement atlantiste, eh bien, se tourne de plus en plus vers l'Union européenne, et pas seulement l'Union européenne, pour pouvoir assurer sa sécurité. Alors, cette position américaine a entraîné des visites de soutien, notamment de la présidente de la Commission européenne, que vous voyez là à côté de la première ministre du Groenland, et le Premier ministre du Groenland juste à côté aussi, puisque le Groenland a un gouvernement, des ministres, un Premier ministre qui gère ce territoire. Et puis il y a eu aussi au mois de juin de 2025 la visite d'un autre président, le président Macron, au Groenland, le 16 juin de 2025. Il a apporté son soutien au Groenland, et là il est juste à côté du Premier ministre de ce pays en ce moment, Frederik Nielsen, qui est le Premier ministre groenlandais. Il a eu des propos, et j'ai pris des extraits de la conférence de presse du président Macron, conférence de presse du 15 juin 2025. Avec ses partenaires de l'Union européenne, la France continuera à défendre ses principes suivant la Charte des Nations Unies. Je crois que c'est important de rappeler cela. Nous avons l'occasion de faire passer un message clair de solidarité de l'Europe et de la France envers le Danemark, le Groenland et le peuple groenlandais. Un message de respect de votre souveraineté, de vos choix de sécurité, développement économique et social, gestion durable de vos ressources, un message de soutien. Et je crois qu'en quelques mots, la France, au sein de l'Union européenne, tout le monde pense que le Groenland ne doit être ni vendu ni pris. Ni vendu ni pris, propos du président français. Alors c'est vrai que ces évolutions géopolitiques, je le disais tout à l'heure, ont entraîné une forme de métamorphose, on pourrait dire, métamorphose européenne du Danemark. Alors ces évolutions géopolitiques, bien sûr, sont tout à fait dans le cadre de la présidence danoise du Conseil de l'Union européenne. Voilà, première image en quelque sorte, chef d'État et chef de gouvernement, avec la première ministre danoise qui est tout à fait au milieu, bien sûr. Et on reconnaît toujours Madame Meloni, puisqu'elle est toujours en blanc sur les photos, c'est plus facile pour la reconnaître. Alors, quels sont au fond les axes qui ont été présentés par
la Première ministre au Parlement européen présenter les axes de la présidence danoise. Alors, ce programme du Danemark, et ça va être un peu austère de regarder le programme du Danemark, bien évidemment, mais le programme du Danemark s'incorpore à un fameux triplé, en quelque sorte, des trois États qui ont travaillé ensemble 2025 et 2026, Pologne, Danemark et Chypre, et donc chacun apporte sa pierre dans un même programme et travaille dans un même programme. Ça veut dire que le Danemark travaille beaucoup avec un programme qui est très très dense. Le programme du Danemark est très dense et il se veut, la formule qui est employée, une Europe forte dans un monde en changement. Une Europe forte dans un monde en changement. Alors je me demande si le consul n'avait pas voulu venir parce qu'il fallait aussi lire tout ce programme, à peu près 60 pages du programme du Danemark. Mais je crois que c'est important de regarder ce programme complet. Je dis bien une Europe forte dans un monde en changement. Et je crois que c'est important d'avoir sous les yeux. L'Union européenne se trouve dans un nouveau ordre international caractérisé par l'incertitude, la concurrence stratégique et économique mondiale et un niveau accru de conflits. Tout de suite, il y a les conflits et les transformations. La force de l'Union européenne repose dans sa cohésion, des bases économiques solides, des démocraties stables, des sociétés socialement équilibrées. Et la présidence danoise du Conseil de l'Union œuvrera en faveur d'une Union européenne forte et capable d'agir, qui assume ses responsabilités en matière de sécurité et renforce sa compétitivité. Une Europe plus sûre, plus compétitive, je crois que c'est important, y compris dans le cadre de la transition écologique. C'est un programme très, très détaillé, je vais essayer d'en voir les éléments essentiels, bien évidemment, très riches, et qui se préparent en ce moment. Les réunions du Conseil de l'Union sont très, très nombreuses. Il y a déjà eu 15 réunions ministérielles sur ces sujets, sur les sujets de la présidence danoise. 15 réunions, 2 sommets à 100 jours, et ça se poursuit, y compris en ce moment, jusqu'à la fin décembre. Alors, c'est vrai qu'il faut cette dimension de sûreté est tout à fait essentielle. Ça a commencé dès début juillet, dès le 4 juillet. Ça a commencé par la présidente danoise, par un entretien avec le président Zelensky et l'affirmation de la solidarité européenne, 2 juillet, solidarité européenne à l'égard de l'Ukraine. Vous l'avez là avec la présidente de la Commission européenne, juste à côté, le président Zelensky, et juste en face du président Zelensky, la première ministre danoise. Cette solidarité européenne est rappelée très régulièrement, et dans les négociations d'aujourd'hui, là encore, la solidarité européenne vient d'être rappelée très précisément. Alors, ça commence par les affaires générales. Et là, je vais passer en revue les 10 conseils des ministres qui évoquent cela. Ça commence par les affaires générales, et avec à chaque fois des éléments clés. Premier élément clé dans le discours des affaires générales, alors ça réunit qui les affaires générales? Ça réunit les ministres chargés de l'Europe dans les États membres. Ministres chargés de l'Europe dans les États membres qui sont dans les affaires générales. Premier élément pour le Danemark, il faut élargir l'Europe. Il faut élargir l'Europe, c'est un souhait danois très important, encourager l'Ukraine, encourager l'entrée, l'Ukraine, la Moldavie, les Balkans occidentaux, selon les critères de Copenhague. Et c'est important parce que le Danemark rappelle que les critères d'adhésion, c'est des critères qui avaient été définis à Copenhague, justement, qu'il s'agisse bien d'une démocratie qui respecte le marché et qui respecte les droits et les libertés fondamentales, bien évidemment. Critères de Copenhague, le Danemark a raison de rappeler ces critères de Copenhague sur ce point. Ça prendra encore beaucoup de temps pour l'entrée de nouveaux États membres, mais il y a un État qui est assez proche en ce moment, c'est l'Albanie, qui est très proche d'entrer dans l'Union européenne par rapport aux autres. Ça prendra du temps, y compris pour l'Ukraine, ça prendra du temps. Et dans les négociations, y compris américaines, les Américains ne veulent pas qu'ils rentrent dans l'OTAN, mais ne disent rien sur l'entrée dans l'Union européenne. C'est intéressant dans ces négociations aussi. Et je rappelle que l'entrée dans l'Union européenne est inscrite dans la constitution ukrainienne.
c'est l'article 116 de la Constitution ukrainienne, entrer dans l'Union européenne et dans l'autre. Protéger et renforcer les valeurs de l'Union, l'état de droit, la démocratie, développer le bouclier démocratique de la Commission. En ce moment, la Commission élabore un bouclier démocratique, c'est-à-dire éviter que les démocraties soient malmenées en quelque sorte par des interventions extérieures. Observez les interventions extérieures qui ont eu lieu notamment en Roumanie pour l'élection présidentielle en Roumanie et pour les élections présidentielles en général d'ailleurs, une intervention russe dans ce qu'on appelle les cyberattaques sur ce point-là. Et préparer aux crises et résiliences, renforcer la préparation et la capacité de réaction civile et militaire, mais Danemark nous rappelle aussi, et rechercher la complémentarité avec l'OTAN. Rechercher la complémentarité avec l'OTAN, c'est plus simplement s'appuyer sur le seul OTAN, c'est l'Union européenne qui soit se développer en même temps. Les affaires étrangères maintenant. Les affaires étrangères, alors, première priorité, et c'est encore intéressant à observer, priorité absolue, l'Ukraine. Priorité absolue de la situation ukrainienne dans l'agenda politique avec une aide ambitieuse, tant sur le plan militaire, civil, économique, politique, aller vers des achats groupés. Le Danemark d'ailleurs a changé ses achats en n'achetant plus aux États-Unis, mais en achetant en Europe, y compris pour ses avions. En ne choisissant pas forcément directement les avions français, mais plutôt avec la Suède. Mais ça se comprend aussi par l'histoire. Des sanctions les plus sévères encore contre la Russie. Sécurité et défense, développement des capacités de défense, capacités militaires, lutter contre les menaces hybrides et le terrorisme. Observez, c'est dans le programme, aller vers une solution à 2 États pour l'Irlande, pour Israël et la Palestine. C'est important d'avoir cette dimension, c'est dans le programme du Danemark sur ce sujet, aller vers une solution à 2 États, avoir des partenariats avec les pays africains, la région Indo-Pacifique, le Mercosur. Je crois que c'est important d'observer tout cela. Renforcer une diplomatie climatique, c'est aussi un élément important. Une coopération plus constructive avec les États-Unis. Vous voyez, c'est mis, mais de manière plus discrète, d'une certaine manière. Défense de l'ordre juridique international, coopération avec l'ONU, je crois que c'est important. Si l'on continue, c'est l'économie d'abord. Et on continue, l'économie et finances. Alors, je crois que c'est important d'avoir cette dimension, renforcer la résilience économique de l'Union en promouvant des finances publiques saines et durables. Je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit parce qu'en ce moment, il y a des discussions, et c'est tout à fait en bas, aller vers des ressources propres de l'Union européenne. Dans les discussions d'aujourd'hui de la Commission européenne sur l'avenir du budget de l'Union européenne, il y a l'idée d'avoir plus de ressources propres de l'Union européenne, augmenter toute une série de taxes qui aillent directement à l'Union européenne. Je vous rappelle que le projet pour la période suivante, mais ça va commencer en 2018, 2018 pendant 7 ans, il y a cette idée d'avoir effectivement un budget plus important de 2000 milliards d'euros pour cette période, et passer de 1,1% à 1,26% du PIB des États membres en matière de budget. 2028, je crois. Qu'est-ce que j'ai dit? 2018. Ah non, 2028. Ça veut dire que vous m'écoutez, donc c'est bien. Ça me permet de vérifier que vous m'écoutez. Mobiliser des financements pour développer l'industrie de défense européenne, aller vers des simplifications et réduction des charges pour les entreprises. Il y a tout un processus de l'Union européenne, simplifier le droit de l'Union européenne pour les entreprises, surtout les entreprises qui circulent dans toute l'Europe et qui peuvent avoir des difficultés avec le droit en quelque sorte, suivant les pays, c'est pas tout à fait la même chose. On le voit bien en matière fiscale, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des entreprises qui sont plus intéressées par tel ou tel État, je pense à l'Irlande par exemple, en matière du numérique, pour prendre cet exemple. Créer une union de l'épargne et de l'investissement. Certains États ne sont pas très riches, mais leur population est très riche. Je
Je pense à la France, par exemple, en matière d'épargne. Nous avons une épargne tout à fait considérable qui dépasserait largement la dette française, puisqu'on est à plus de 6 000 milliards d'épargne des Français. La dette est de 3 100 milliards, c'est intéressant à rappeler. Et dans beaucoup d'autres États, l'épargne est très importante aussi. Donc il y a cette idée d'épargner, mais pour l'Europe cette fois-ci. Donc avoir une épargne européenne, un investissement européen facilement accessible. Lutter contre la fraude, les paradis fiscaux. Dans l'Union européenne, on oublie de dire, sur certains dossiers, dans certains domaines, il y a des paradis fiscaux. Il y a un État, oh, il est modeste, il s'appelle le Luxembourg. Beaucoup ne le savent pas. C'est l'État le plus riche de la planète par rapport au nombre d'habitants. Bien évidemment, très modeste, mais c'est l'État le plus riche de la planète. C'est d'une certaine manière un paradis fiscal. L'Irlande, qui est aussi les grands opérateurs du numérique des États-Unis d'Amérique, aiment bien être en Irlande parce que les droits et les impôts sur les sociétés sont inférieurs à beaucoup d'autres États sur ce point. Alors, pour mettre un peu d'image, et c'est difficile d'en trouver dans ce domaine, voilà une réunion des ministres chargés de la justice et des affaires intérieures. Justice et affaires intérieures. Alors, quand on regarde le document, justice et affaires intérieures, voilà une préoccupation majeure en ce moment de la première ministre danoise. Lutter contre la migration irrégulière, c'est une préoccupation majeure du gouvernement danois en ce moment, et la première ministre le développe en étant un peu parfois discrète, mais pas sur son territoire. Briser les structures incitatives qui favorisent et lutter contre le trafic illicite de migrants, renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Lutter contre la corruption, autre préoccupation forte. Il y a une directive d'ailleurs qui est en train qu'on est en train de travailler en la matière. Lutter contre la criminalité transfrontière, lutter contre le trafic de drogue. C'est intéressant de voir que le Danemark a des préoccupations de même nature que d'autres États, me semble-t-il, en matière de consommation de drogue. Je pense à Marseille, il s'y passe des choses passionnantes en ce moment, des assassinats terribles. La criminalité organisée contre les activités criminelles en ligne. Surveiller les infrastructures sous-marines. C'est important parce que beaucoup du dialogue se fait dans le monde et entre les Européens grâce aux infrastructures sous-marines, et certaines d'entre elles ont été très largement abîmées en mer Baltique notamment. Renforcer la protection et la surveillance des infrastructures sous-marines, je viens de l'évoquer, et poursuivre l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Je crois que c'est important de rappeler cette dimension de faire adhérer l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, parce que le Danemark a eu des propos un peu rudes sur la Cour européenne des droits de l'homme, avec Madame Meloni, d'ailleurs, se sont retrouvés, trouvant que la Cour européenne des droits de l'homme était peut-être excessive dans son interprétation de la Convention sur une série de sujets. Et là, pour autant, ce travail, en quelque sorte, de l'adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'homme prendra beaucoup de temps, parce qu'il faudra alors savoir qui doit l'emporter l'un sur l'autre. Si l'Union européenne rentre dans la Convention européenne des droits de l'homme, sur ces sujets-là, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui l'emportera sur la Cour de justice de l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais c'est un sujet, je me souviens avoir interrogé un président de la Cour européenne des droits de l'homme, disant ils n'adhéreront pas, les Européens, parce que c'est nous qui aurons le pouvoir à ce moment-là, et ils n'en sont pas forcément enthousiastes. Si l'on continue, c'est l'emploi, la politique sociale, et la santé. L'emploi, la politique sociale et la santé, alors là, je crois que c'est important parce qu'il y a dans le discours sur l'état de l'Union de la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, discours au mois de septembre. Pour la première fois, on a un discours qui traite beaucoup des questions sociales. Parce qu'il y a toujours eu un reproche très régulier. L'Union européenne s'occupe de tout sauf de la politique sociale. Madame von der Leyen considère qu'il faut vraiment s'investir sur les questions sociales. Et ce que l'on voit bien avec
la présidence danoise en la matière. Une libre circulation des travailleurs dans des conditions équitables et correctes, soit convenablement traités même s'ils circulent dans un autre État que le leur. Créer un passeport européen de sécurité sociale, passeport européen de sécurité sociale, je crois que c'est un élément important parce que beaucoup d'Européens vont se faire soigner ailleurs que dans leur propre pays, considérant que c'est mieux, par exemple, d'aller se faire soigner les dents à Budapest que de se faire soigner les dents en France. Et puis d'autres vont ailleurs sur d'autres types de maladies, mais il y a cette idée qu'il faut améliorer en quelque sorte le système. Améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, travailler à une meilleure égalité de traitement et lutter contre toutes les formes de discrimination, aller vers une meilleure égalité entre les femmes et les hommes et toutes les autres discriminations, c'est important. Développer ce qu'on appelle un socle européen des droits sociaux pour favoriser l'inclusion sociale. Et puis il y a aussi lutter contre le sans-abrisme et améliorer la fourniture de logements durables et abordables dans tous les États membres. Le sans-abrisme est très développé en France, notamment dans quel tel pays ou capitale, je pense à Paris par exemple, le sans-abrisme est très développé et c'est visible avec beaucoup d'images en la matière. Il faut aller lutter contre, et ce que dit la présidente de la Commission, il faut lutter contre la pauvreté en Europe qui augmente très largement et par conséquent avoir des politiques de lutte contre la pauvreté et le développement du logement abordable, ce que reprend la présidente de la Commission sur ces sujets. Il y a eu un sommet, le sommet de la compétitivité, alors là c'est le terme le plus utilisé ces derniers temps, le sommet de la compétitivité qui a eu lieu le 1er octobre de cette année à Copenhague. Alors cette dimension de compétitivité est importante parce que c'est le fameux rapport Draghi qui est derrière, c'est l'important rapport Draghi sur ces sujets de compétitivité. Alors si l'on regarde là encore le texte, voici, mettre en œuvre la boussole pour la compétitivité, en promouvant la sécurité économique de l'Union européenne, consolider sa position mondiale, créer de nouvelles opportunités de croissance grâce à l'innovation fondée sur la recherche, être plus compétitif dans tous les domaines, y compris les domaines les plus avancés sur le plan de l'industrie, bien sûr. Une transition verte comme modèle de croissance, et l'Europe doit réduire le fossé en matière d'innovation dans les technologies essentielles, l'intelligence artificielle, la technologie quantique, la biotechnologie, la technologie spatiale. C'est important, je vais revenir sur ça un instant. Entamer des négociations pour une première loi spatiale de l'Union européenne. Loi spatiale de l'Union européenne, c'est aussi pour protéger l'espace spatial au-dessus de l'Union européenne et qu'il ne soit pas pénétré par d'autres pour détruire en quelque sorte des satellites européens. C'est important. Renforcer la sécurité, la résilience des activités spatiales et créer un véritable marché intérieur pour l'industrie spatiale européenne. Sur ce registre, l'Europe n'est pas en retard et même relativement avancée. Tout ce qui part de la Guyane, puisque c'est là-bas qu'il y a les envols en quelque sorte des fusées d'Ariane Espace, mais avancer encore plus en matière spatiale et d'une certaine manière se libérer de l'emprise d'un certain Musk qui est très investi sur ces sujets, et bien évidemment. Et il y a aussi dans les technologies, parce qu'il y a des rapports très importants, des rapports parlementaires dans beaucoup d'États. Nous sommes, en quelque sorte, des contaminés, si on veut dire, par les grands opérateurs mondiaux. Nous sommes une colonie numérique des États-Unis d'Amérique. Une colonie, je dis bien, numérique des États-Unis d'Amérique. Quelque part, nous sommes même une colonie numérique de la Chine, puisque les jeunes générations préfèrent les grands opérateurs chinois. Je ne vais pas faire de la publicité pour l'un et pour l'autre, mais c'est un élément essentiel. L'Europe n'a pas encore réussi à avoir l'équivalent de ces grands opérateurs qui sont très utilisés, bien évidemment, par les Européens. Ce qui a entraîné l'Europe à se doter d'une législation extrêmement importante en matière de numérique, avec beaucoup de règlements, beaucoup de directives sur ces sujets, mais ce n'est pas fini. Il
faut encore développer encore plus, notamment en termes de lutter contre la désinformation numérique. Désinformation numérique, et qui s'est développée de manière extrêmement forte. Et avec l'intelligence artificielle, on peut à peu près tout faire maintenant, faire de fausses images, de raconter beaucoup de choses et d'imaginer beaucoup de choses. Si vous suivez l'actualité, il y a une grande opératrice numérique des États-Unis d'Amérique qui a développé cette idée que Mme Macron était un homme, mais maintenant elle a développé autre chose, que M. Macron avait décidé de tuer sa femme. Et c'est quelque chose qui a été déjà observé aux États-Unis par à peu près 4 millions de personnes qui ont pianoté pour voir, et quand il va la tuer, enfin, ainsi de suite, en posant des questions à la grande personne, je ne donnerai pas son nom, hein, oui, mais je ne préférais pas donner son nom volontairement, mais c'est un élément essentiel de se protéger dans ce domaine, bien évidemment. Alors, si l'on se poursuit, il y a les questions des transports et télécommunications et énergie. La question des transports, c'est important aussi, avoir une transition écologique pour les transports, notamment les transports routiers, qui sont extrêmement développés dans toute l'Europe. Et il suffit de regarder sur nos autoroutes les plaques d'immatriculation des véhicules que l'on voit venir de Lituanie, d'Estonie, de Lettonie, de Pologne, et ainsi de suite, qui circulent dans toute l'Europe. Il faudrait que ces camions soient effectivement respectueux de l'environnement, donc une dimension écologique. Observez, développer une coopération dans le domaine des transports avec l'Ukraine et la Moldavie, là encore un élément important. Après, aider en quelque sorte l'Ukraine et la Moldavie par les transports. Améliorer la mobilité transfrontière et l'infrastructure ferroviaire européenne. Il y a cette idée qui est de plus en plus développée des trains à grande vitesse qui iraient de Lisbonne à Vilnius. De Lisbonne à Vilnius, en passant par des trains à grande vitesse. Alors, ils pourraient s'arrêter à un certain moment, mais augmenter en quelque sorte cette pratique des trains à grande vitesse est largement... et il y a tout un travail qui se fait entre les sociétés ferroviaires européennes en ce moment sur ces questions. Poursuivre le cadre réglementaire numérique pour renforcer la lutte contre les atteintes à la sécurité numérique, renforcer la coopération civile et militaire pour la cybersécurité, et avoir une politique européenne de l'énergie essentielle. Il y a maintenant cette idée d'avoir des autoroutes de l'énergie aussi. Des autoroutes de l'énergie, c'est-à-dire que les câbles électriques puissent aller de l'Espagne jusqu'en Allemagne sans difficulté. Alors, je vous rappelle qu'il y a déjà des câbles électriques, mais lorsqu'il y a des pannes électriques dans tel ou tel État, il est assez difficile entre les États de s'accorder pour ouvrir encore plus les vannes. Ce qui s'est passé à Valence, par exemple, par rapport à la France, ça a été un peu laborieux pour créer une solidarité électrique, mais c'est cette idée d'avoir une solidarité électrique. Et de ce point de vue-là, la France a une telle fabrication d'électricité que assez régulièrement on va acheter de l'électricité en France, et bien sûr, d'où l'idée maintenant que passer par des centrales nucléaires, pourquoi pas, c'est très précieux pour l'ensemble des Européens, même si les Allemands ne peuvent pas en entendre parler, mais avoir l'électricité venant de France, pourquoi pas. Mais c'est tout à fait ça qui est derrière, essentiel, la compétitivité européenne, la sécurité d'approvisionnement et la transition écologique, c'est essentiel. Autre, et je poursuis, vous voyez c'est un peu long mais il fallait les évoquer, l'agriculture et la pêche, autre élément. Alors c'est vrai qu'en ce moment il est en train de s'élaborer une future politique agricole commune qui ne sera pas forcément autant organisée de la même manière qu'aujourd'hui, parce qu'il faut soutenir le développement durable, la production biologique, le renouvellement des générations dans le secteur agricole, parce que le nombre d'agriculteurs diminue à peu près dans tous les États européens, notamment en France aussi, bien sûr, tout en contribuant à une meilleure interaction avec d'autres législations, notamment le climat et l'environnement. La politique agricole commune, elle est réfléchie en ce moment, la nouvelle politique agricole commune, qui a commencé à partir de 2028, cette nouvelle politique agricole commune devra intégrer encore plus les questions climatiques, environnementales et l'évolution biologique. Préoccupation aussi des Danois, encore plus que d'autres, le bien-être animal. Le bien-être animal qui doit être au cœur des priorités de la présidence danoise.
Eh bien, en ce moment, et c'est intéressant, en ce moment, une première législation est en train de voir le jour sur la protection animale, le bien-être animal pour les chiens et les chats. Pour l'instant, c'est pour les chiens et les chats, mais c'est effectivement une première législation qui voit le jour. Le Parlement européen a voté pour ce bien-être animal. Une pêche durable et compétitive, essentielle pour les pêcheurs européens. Mais observez, les décisions relatives à la pêche doivent être prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, qui tiennent également compte des aspects socio-économiques. Je vous rappelle que c'est la Commission européenne qui fixe les quotas de pêche. Et c'est important parce qu'avec le départ du Royaume-Uni, ça a entraîné des évolutions en ce qui concerne la pêche, puisque toute une série d'eaux autour, bien sûr, du Royaume-Uni ne sont plus autorisées aux pêcheurs européens. Et c'est très compliqué. Même si, d'une certaine manière, maintenant, la Grande-Bretagne est en train de changer un peu de point de vue, même sur ce plan-là. Tout simplement parce que les Britanniques ne mangent pas beaucoup de poissons. Et donc, par conséquent, ils préfèrent prendre le poisson continental. Donc, c'est tout à fait une autre affaire sur ce registre. Alors, agriculture et pêche. Encore 2 points, puis j'aurais fini, je crois. Voilà une réunion sur l'environnement et le climat. Donc, j'ai mis un peu des photos pour vous distraire un petit peu, qui n'est pas simplement des textes. Mais bon, à chaque fois, il y a une photo. Et donc, ils se prennent tous en photo. Hein. Ils sont plus ou moins contents, mais il y a des photos en très grand nombre. À la fin de chaque conseil, il y a des photos. Alors, c'est l'environnement, avec une réunion effectivement sur l'environnement et le climat. Alors, la question environnementale, une action climatique de l'Union européenne qui garantit la lutte contre le changement climatique et la croissance, une politique environnementale pour affronter un monde incertain. Les citoyens européens d'aujourd'hui et de demain doivent être en mesure de mener une vie saine et agréable dans les limites des ressources de la planète, assurer la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité et l'autonomie stratégique de l'Union européenne en la matière. Et observer qu'il faut aller aussi vers un pacte européen sur les océans, que les Européens soient aussi des acteurs, en quelque sorte, des acteurs de la gestion des océans du monde. Et là, on voit derrière l'Arctique qui est derrière, aussi pour les Danois, bien évidemment, et je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et enfin, vous avez un dernier point qui est l'éducation, jeunesse et sport. L'éducation, jeunesse et sport, alors j'ai mis toute une série d'éléments en la matière, mais la question éducative, c'est une question nationale. Chaque État a sa politique d'éducation, bien sûr. Ça n'empêche pas qu'il y ait une coopération européenne dans le domaine de l'éducation, coopération européenne dans le domaine de l'éducation, et l'une des coopérations européennes dans le domaine de l'éducation la plus connue, c'est bien sûr Erasmus. Et c'est Erasmus+, qui est une coopération européenne très forte en la matière. Et il y a effectivement l'idée qu'il faut poursuivre cette coopération européenne dans le domaine de l'éducation, qu'il faut le poursuivre aussi dans le domaine de la culture et des médias, dans le contexte d'un nouveau cadre financier après 2027. Et il y a vraiment cette idée qu'il faut avoir des préoccupations dans ce domaine, un monde en pleine mutation géopolitique et technologique renforce la nécessité de garantir aux citoyens l'accès à des médias fidèles. C'est effectivement lutter contre la désinformation, la malinformation en quelque sorte, la désinformation, qui est effectivement des journalistes qui font effectivement leur travail. Et il y a même l'idée qu'il faut aller, dans le cadre de cette incertitude géopolitique, vers des fédérations, soutien des fédérations sportives par rapport à l'incertitude géopolitique, notamment de ne pas avoir trop de sportifs russes dans tel ou tel épisode sportif d'une certaine manière, ce qui est derrière. Alors, cette présidence, j'ai fait le tour, cette présidence, elle a déjà réuni à peu près 15 réunions ministérielles, 2 sommets, c'est un projet très, très ambitieux. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu aussi, à Copenhague, le 7 octobre 2025, une nouvelle réunion de la communauté politique européenne. Nouvelle réunion de la communauté politique européenne. Le Danemark a choisi cette période justement pour pouvoir mettre en place cette réunion de la communauté politique européenne. Je rappelle que c'est une initiative française
initiative française de la création de cette communauté politique, initiative en 2022, et qui s'est déroulée à Prague à ce moment-là, la présidence effectivement dans cette ville, la présidence de ce pays. Alors cette communauté permet un dialogue, une coopération entre tous les États européens, je dis bien tous les États européens, en matière de travailler sur les questions d'énergie, de sécurité, de migration, de transport, d'enseignement. L'Ukraine est toujours bien sûr présente en la matière. Ça fonctionne comme disons un forum de rencontres informelles. Les deux seuls États européens qui ne soient pas dedans, j'imagine que vous les connaissez, la Biélorussie et la Russie. Et la Russie considère que cette communauté politique européenne a été faite contre elle. Là aussi, il y a cette dimension, parce que même le Royaume-Uni est présent, bien évidemment, dans cette communauté politique européenne. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Voilà la fin du voyage, par, là encore, une photo de Copenhague, pour se balader sur les canaux de Copenhague. Je crois que c'est important. Merci de votre écoute. Questions peut-être? J'imagine. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est la première qui est toujours difficile. Il y en a déjà deux. Allez, on va vous approcher. On va amener un micro, je pense. Il y a un micro. Vous n'avez pas de micro? Merci pour cette bonne présentation. J'ai la même question que les fois précédentes. Je suis toujours très surprise de voir que l'Europe va... On ne vous entend pas. On va vous donner... Devant, on ne vous entend pas. Voilà. Je suis toujours surprise de voir qu'on est capable de faire des listes et des listes et des listes de choses qui sont certes vertueuses, mais comment envisager tout ça lorsqu'il n'y a pas d'harmonisation, au premier rang desquels l'harmonisation fiscale. Donc il y a de très belles choses, et vraiment, s'ils arrivent à faire ça, mais la question que je me pose, c'est est-ce que quand il y a ces réunions entre tous ces décideurs, ils prennent par exemple un sujet, ce même sujet pour tous les pays, en disant toi tu fais comment, toi tu fais comment, toi tu fais comment, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu, c'est vertueux, mais utopique. Donc en fait, voilà. Et merci pour votre présentation qui était très claire et qui permet de recaler les 60 pages de tout ça. Merci. Oui, je vais peut-être répondre tout de suite à la question. Je rappelle que l'Union européenne a des compétences qui ont été accordées par les États membres. Et il y a des compétences qui n'ont pas été accordées par les États membres. Par conséquent, l'Union européenne ne traite que ses propres compétences par les États membres. Et les États peuvent dire, oui, elle est compétente en la matière, l'Union européenne est compétente en la matière, compétente en la matière. Et ces réunions et tout ce qui est proposé au sein de ce programme de la présidence va se mettre en place. Il n'y a aucune difficulté à se mettre en place dans la mesure où effectivement, ensuite, il faut traduire cela par des directives, des règlements, c'est ce qui se fait très régulièrement, des directives, des règlements, et se transférer aussi dans les budgets européens. Et les budgets européens sont fixés sur des périodes de 7 ans. On fixe le budget de l'Union européenne pour une période de 7 ans. Alors on prend la grosse somme, et elle serait normalement la prochaine, c'est à peu près 2000 milliards, vous divisez 2000 milliards par 7 et vous avez à peu près le budget de l'Union européenne. Les États membres, c'est important, n'ont jamais voulu confier les questions fiscales à l'Union européenne. Jamais. Il n'y a pas de compétence fiscale pour l'Union européenne. Il faut toujours le rappeler. Aucune compétence fiscale. Sauf si les États membres disent que telle taxe, en matière de douane par exemple, les droits de douane sont à destination du budget de l'Union européenne. Et par conséquent, ils utilisent les droits de douane. Mais c'est pour elle. Et donc, ce que les douaniers français prélèvent lorsqu'il y a des droits de douane qui arrivent dans les aéroports aussi d'ailleurs, les aéroports et les ports, eh bien cet argent va à l'Union européenne, c'est à destination de l'Union européenne. Mais tout à l'heure, quand j'avais pris les paradis fiscaux, ces paradis fiscaux n'existent que parce que chaque État membre fixe lui-même ses propres impôts. Et disons ces impôts de toute la nature, que ce soit, je sais pas, la taxe foncière ou les impôts
sur la fiscalité générale et ainsi de suite, l'impôt sur le revenu, c'est la France qui fixe ses impôts. Avec beaucoup de mal, c'est vrai, lorsqu'on regarde aujourd'hui comment ça se discute au Parlement français, c'est le Parlement français qui décide, c'est pas l'Union européenne qui décide en la matière. Et par conséquent, l'Union européenne peut faire des choses lorsqu'elle a les moyens de les faire. Après, c'est plus complexe par rapport à votre propos, c'est qu'une fois qu'une directive a été adoptée, chaque État doit appliquer sur son sol la directive. Ce qu'on appelle la transposition des directives sur son sol. Alors là, il y a des États qui transposent tout de suite, très très vite. Et puis il y a des États, je crois que ça s'appelle la France, il me semble. Il y a des États qui prennent leur temps pour transposer. On a tout notre temps, on prendra 1 an, 2 ans pour transposer. Et lorsqu'on transposera, on va surtransposer. Ça, c'est la grande spécialité française, notamment en matière agricole. La France utilise la transposition pour surtransposer, c'est-à-dire qu'elle augmente les obligations de la directive au moment où elle transpose la directive. Et là, bien évidemment, l'Union européenne n'est pas satisfaite parce que ce n'était pas prévu, cette surtransposition. La conséquence, eh bien, c'est que la Commission européenne menace la France de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Et la France s'est fait plusieurs fois condamnée par la Cour de justice. Je pense, je ne vais pas répondre trop longtemps parce que ce sont des sujets qui sont tout à fait intéressants, mais par exemple, en matière de pêche, nous sommes un pays qui, pendant un certain temps, maintenant c'est moins le cas, ne respectait pas les conditions fixées par l'Union européenne en matière de filet de pêche. Parce que pour surveiller, en quelque sorte, la pêche et les quantités de pêche, il faut tel ou tel filet pour tel ou tel type de poisson. Si vous avez des filets qui prennent à peu près tout, c'est plus difficile de contrôler. Et alors, la France a été condamnée devant la Cour de justice pour non-application de la politique de la pêche. Et j'avais dit, je me souviens à ce moment-là, j'avais dit, mais au fond, si on avait utilisé des sous que nous allons verser à l'Union européenne pour aider les pêcheurs à se reconvertir, ça aurait été plus judicieux. Parce que la France a dû payer pour le non-respect des quotas de pêche, et les pêcheurs ensuite ont eu des condamnations pour non-respect des quotas de pêche eux-mêmes pour leurs filets. Et la France aurait peut-être pu mettre de l'argent. Parce que la France, je ne sais pas si sur le budget, ça serait intéressant à regarder, sur le budget de 2026, si la France prévoit des dotations en cas de condamnation par la Cour de justice. Parce que pendant très longtemps, la France, dans son budget, prévoyait des amendes, en quelque sorte, les amendes à payer à la Cour de justice. Anticipées. Voilà, anticipées. Alors peut-être elle n'est pas liée facile. Non mais je crois que c'est important de rappeler ça. L'Union européenne n'est pas une fédération, et je crois que tout le monde très souvent fait des confusions. Ce n'est pas une fédération. Les questions militaires, par exemple, sont la compétence de chaque État membre. On peut travailler, coopérer, travailler ensemble, ça c'est une chose, mais les questions militaires sont des questions nationales. Juste un point, c'est que quand une directive est fixée par contre, j'entends, certes c'est pas une fédération, mais si en haut on fixe une directive sans s'assurer des conditions d'application par bien sûr que ah non, mais vous avez tort de dire sans s'assurance, ça s'assure tout le temps. La Commission européenne s'assure tout le temps de l'application des commissions, d'autant plus que les États ont l'obligation d'envoyer à la Commission comment elle a procédé, comment chaque État a transféré la directive. Donc c'est comme ça que la Commission est au courant très rapidement de ce qui n'a pas été transféré convenablement, c'est évident. Il y avait d'abord un peu plus loin, et après vous. Merci. Mais je vais essayer d'être un peu moins long. Merci beaucoup pour ce bel exposé. Et donc, si nous devons faire des voyages à chaque fois, avant le prochain exposé, pour être là au cas où les spécialistes du pays ne viendraient pas, on va s'organiser autrement. Voilà, on va voyager. En tout cas, merci de ces belles photos, c'est magnifique. Non, je voulais intervenir sur un tout petit point, c'est que au cours de ton exposé, tu dis que l'Allemagne ne veut plus entendre parler de nucléaire. C'est pas ce que j'entends en ce moment. Il y a eu une réunion du MEDEF allemand, où le MEDEF allemand a clairement et publiquement dit qu'il fallait retourner au nucléaire. Et quant au ministre-président de Bavière, il réclame aussi le retour du nucléaire. Tandis que l'extrême droite, elle réclame le retour du pétrole pas cher de Poutine. Et du gaz, oui, j'imagine. Et du gaz, et du pétrole pas cher de
Oui, bien sûr. Non, mais merci que tu soulignes ça. Merci. Voilà, mais le Danemark, c'est un pays qui est un peu puni par là où il a péché, c'était parce qu'il a été membre de la coalition qui a attaqué l'Irak en 2003, hein, donc pour rendre service par servilité envers les Américains, et donc la récompense est patente, hein, on la voit. Et la question que je vais poser, c'était par rapport à la politique d'immigration danoise, alors qui, d'un côté, est un exemple plutôt encourageant, parce que c'est un parti social-démocrate qui a une politique extrêmement dure et qui réussit à faire baisser électoralement, mais ce sont des renseignements qui datent quand même de quelques mois, les partis d'extrême droite, peut-être que c'est moins juste maintenant, je ne sais pas, mais d'un autre côté, c'est une politique quand même extrêmement dure. Je crois qu'ils étudient les cas en demandant aux demandeurs d'asile de rester au Rwanda, où il y a des choses comme ça. Donc peut-être que tu en sais plus, là, que tu t'es renseigné sur cette politique. Donc qu'est-ce que ça peut inspirer, cette façon de gauche, hein, de traiter la question, je n'ose pas dire le problème, de l'immigration? C'est une question extrêmement difficile, surtout au moment même où les Européens ne font plus d'enfants, et par conséquent où la démographie est en train de baisser, où la demande en quelque sorte de la politique migratoire augmente quelque peu dans ce domaine. Non, il y a la vraie question est surtout, me semble-t-il, mais c'est effectivement de la part du Danemark plutôt sévère, c'est le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Ce contrôle n'est pas forcément loin d'être parfait par Frontex. Il n'y a peut-être pas suffisamment de contrôle en la matière. Et il n'y a peut-être pas suffisamment l'idée aussi, même si au sein de la Commission européenne il y a cette idée et donc elle l'évoque à un moment donné dans son programme, le Danemark l'évoque dans son programme aussi, où il faut aider les pays dont viennent les personnes en question à se développer pour éviter qu'ils partent. Ils partent parce que chez eux, ils ne trouvent pas forcément suffisamment de travail, donc ils préfèrent venir en Europe. Il y a un tout mouvement parce qu'il y a effectivement une immigration irrégulière, mais il y a effectivement aussi des incitations à immigrer. Il y a même de la fraude très très large. Les migrants se font en quelque sorte usurper tous leurs moyens financiers pour migrer au maximum, et après on les laisse débrouillez-vous sur ce registre-là. Non, c'est une question pour l'ensemble des États européens. C'est vrai que beaucoup disent qu'il faudrait avoir une politique plus sérieuse en termes de contrôle aux frontières, mais en même temps une politique d'aide au développement par rapport aux États, Donc, et là, il y a tout un phénomène géopolitique qui est important parce qu'effectivement, il y a une sorte de concurrence en Afrique, notamment en ce moment, concurrence en Afrique entre les Chinois d'un côté et les Russes et les Américains, beaucoup moins maintenant, l'Afrique les intéresse moins apparemment, mais il y a des concurrences. Pendant très longtemps, la France était, disons, un acteur majeur sur le territoire africain, c'est plus tout à fait un acteur majeur sur ce registre-là. Mais c'est une question forte et c'est pas forcément évident en la matière. Oui. Oui. Le contrôle de la mer du Nord, qui est une mer passablement. Le contrôle de la mer Baltique, qui est une mer passablement fermée, est depuis quelques années devenu un enjeu stratégique majeur. La mer, on peut passer la carte d'ailleurs, la mer Baltique ne communique avec la mer du Nord, donc le reste du monde, que par deux isthmes très étroits qu'on appelle des beltes, des grandes beltes, qui sont plus ou moins dans les eaux territoriales danoises, ou danoises et suédoises. Alors je voudrais savoir s'il existe une réglementation particulière pour le contrôle de ces passages, de ces beltes, on les voit, comme il existe une réglementation assez stricte d'ailleurs dans le Bosphore sous le contrôle de la Turquie. Hein, on ne peut pas passer n'importe quel bateau dans le Bosphore, on
pas rentrer dans le détail, et je voudrais savoir si ces passages, les belts, obéissent aux mêmes contraintes, par exemple, que le Bosphore. Je ne crois pas, je ne suis pas un spécialiste. C'est assez technique comme question, mais c'est d'un enjeu stratégique. Oui, cet enjeu stratégique, il y a une surveillance de la flotte danoise, une surveillance de la flotte suédoise, une surveillance de la flotte finlandaise aussi, fait de l'autre côté, aussi en la matière, mais ce n'est pas aussi déterminant au fond, ça fait que la mer Noire ou la Turquie a facilité la circulation des bateaux ukrainiens, alors qu'avant la Russie avait empêché les bateaux ukrainiens de passer. Là, c'est des eaux territoriales, on pourrait dire européennes, et donc la question de Frontex et ainsi de suite peut jouer là, mais sur l'aspect de la circulation des bâtiments venant de Russie, parce qu'il n'y a pas que la Russie, il y a aussi les États baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, l'Allemagne, ça fait beaucoup de monde dans la matière. Mais je ne suis pas un spécialiste de ce sujet. Je préfère le dire. Est-ce qu'il reste des questions? Moi, j'en avais une petite. Je voulais savoir si tu peux nous dire un petit peu comment est organisé tout ce qui est social au Danemark. On en avait parlé là, en 2011, je crois. Et c'était intéressant. Je ne sais pas si tu as encore des références là-dessus. Parce qu'il y a des propositions des politiques danoises concernant le social en particulier qui sont intéressantes. Et je sais que certains ministres français sont allés sur place pour en savoir un petit peu plus. En fait, sur les questions sociales, je pense que je l'ai évoqué dans le programme en quelque sorte du Danemark sur ces sujets-là. Il y a effectivement l'idée qu'il faut développer une politique sociale alors, en matière de santé, de sécurité des travailleurs, en matière de logement, la lutte contre le sans-abrisme. C'est vraiment des initiatives danoises, ça. C'est vraiment des initiatives danoises pour améliorer, lutter contre les formes de discrimination. Alors j'ai évoqué entre hommes et femmes, mais en fonction de l'origine, en fonction des races, l'appartenance ethnique, enfin, ainsi de suite, lutter contre ces discriminations. Donc il y a la volonté en quelque sorte d'améliorer. Mais là encore, par rapport à Nadal, elle m'a encore posé la même question que tout à l'heure, ces questions sociales sont d'abord des questions des États membres, sont essentiellement des questions des États membres. Et chaque État membre, alors en plus aussi bien les Suédois que les Danois considèrent que leur système social est le meilleur de toute l'Europe. Et par conséquent, on ne va pas aller faire et nous, les Français, on considère que le système français, la sécurité sociale, c'est le meilleur d'Europe. Et donc chaque pays. D'où cette idée d'avoir un passeport européen de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on rapproche les systèmes de protection sociale des États. C'est vrai que, et on l'oublie souvent, quand on regarde les 27 États membres, il ne faut pas se cacher. Sur ces 27 États membres, il y a des États pauvres et des États riches. Des États pauvres et des États riches, si on regarde la Bulgarie, la Roumanie, par exemple, ne sont pas des États extrêmement développés. Et d'ailleurs, toute une série d'entreprises de ce continent européen de l'Ouest vont plutôt faire fabriquer des véhicules automobiles dans toute une série d'autres États parce que les salaires minimums sont nettement inférieurs. Tout d'un coup, ils sont arrivés des fabricants d'automobiles en Roumanie, en Bulgarie, parce qu'il y a des différences. Et donc l'idée c'est que tout doucement, tous les États se rapprochent. Mais comme on est assez éloignés les uns des autres, quand j'ai donné les statistiques du produit intérieur brut de l'Union européenne, et que pour le Danemark c'est 2,2%, et que l'Allemagne c'est plus de 20%, on voit des différences de richesse aussi en la matière, donc ça prend plus de temps, mais c'est dans la politique régionale européenne. La politique régionale européenne finance en quelque sorte les parties du territoire qui sont moins développées que d'autres. Mais là encore, le système social, c'est chacun son système social. J'avais souvenir que, par exemple, plutôt que de donner des allocations familiales, on donnait le service. C'est-à-dire qu'on donne, vous avez des enfants, vous avez la crèche, vous avez une personne âgée, vous avez des droits. Il n'y a pas c'est pas financé directement, mais c'est une ouverture de droits. Je ne sais pas si tu... Non, mais il y a effectivement, tu as raison d'évoquer cela, il y a des
techniques en quelque sorte qui sont peut-être supérieures à celles que nous pratiquons. Voilà. Mais ils sont moins nombreux que nous. Mais ils sont très peu nombreux, pas 6 millions. Merci beaucoup. Ben, je crois que c'est... Merci, Marie. Madame veut me poser une question. Alors, attendez. Encore une question. Je voudrais Si j'ai- poser la question de l'écologie marine, parce que tous ces pays du Nord, ils ont aussi une grosse responsabilité, comme nous sur notre côte atlantique et méditerranée. Parce que c'est quand même un énorme problème. Moi, j'ai vu des paquebots en Méditerranée qui arrivent, c'est une horreur. Ils sont des immeubles immenses. Des 4000 personnes qui font des... Eh bien, je crois que cette question, il faudrait la rappeler à la direction, à la présidence de la... du Conseil de l'Union concernant l'environnement et le climat. Et la politique environnementale, il faut la développer et notamment avoir toute une série d'éléments, ce qu'on appelle le pacte européen des océans, c'est-à-dire qu'effectivement on gère ensemble. Parce que les eaux territoriales, ça effectivement sont en partie gérées par l'Union européenne en matière de pêche, mais les territoires sont gérés par chaque État en fonction de son territoire. C'est pas l'Union européenne qui gère les eaux territoriales, elle gère les poissons. Mais elle rappelle d'ailleurs, l'Union européenne rappelle qu'attention, si on pêche n'importe comment, s'il n'y a pas le transport maritime, il y avait toute une série d'éléments que je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le transport maritime, il faut que le transport maritime soit respectueux de l'environnement. J'espère que ce qui a été proposé, et bien là on va dire non là-bas au fond, mais ce qui a été proposé sera appliqué. Parce qu'il faut que les États acceptent que l'Union européenne donne des avis, si on peut dire, sur ces sujets-là. Merci. 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 Merci.